Bonjour à tous, Sahaïd, comme on continue notre révision et notre mission pendant Saïd parce que on est les meilleurs. Bon courage à tous. Donc, on va commencer par ce premier cas clinique. Vous recevez Monsieur Rachid, 48 ans. Il a fait des soins dentaires depuis quelques mois. Alors, voici un premier indice. Donc, soins dentaires depuis, on va dire, 3 mois. Il se présente aujourd'hui pour un ictère franc cutanéo-muqueux. Il s'est levé le matin, il a vu que sa peau et ses yeux sont devenus jaunes. Quels sont les signes cliniques à rechercher par l'interrogatoire? Quelles sont les questions que vous devez poser pour typer bien sûr cet ictère? Donc les 3 questions importantes: est-ce que vous avez un prurite? Est-ce que les urines sont devenues foncées? Est-ce que les selles sont devenues décolorées? Ces 3 questions, elles ont un intérêt sémiologique important. C'est pour dire est-ce que cet ictère est de type cholestatique ou non. Donc pour comprendre les types d'ictères, on doit avoir quelques notions d'anatomie et de physiologie. Donc la bilirubine, c'est l'augmentation de la bilirubine quand elle dépasse les 30 mg par litre. Elle nous donne cette coloration donc jaune de la peau et des muqueuses. Donc elle résulte de quel processus physiologique cette bilirubine? Donc la bilirubine, elle résulte de la dégradation de l'hémoglobine des globules rouges sénescentes ou vieilles après 120 jours de vie au niveau de la rate principalement. Alors, donc cette dégradation, cette lyse des globules rouges libère l'hémoglobine. La globine, donc c'est une protéine, elle est recyclée au métabolisme cellulaire et l'aime ou fer et se dégrade en partie en bilirubine. Cette bilirubine, on l'appelle bilirubine libre au niveau du sang, au niveau du plasma, donc elle est libre. Elle se lie à l'albumine pour qu'il la transporte au niveau du foie. Donc c'est la phase 2. Donc au niveau du sang, donc lyse des globules rouges, libération de la bilirubine libre et transportée par l'albumine au niveau du foie. Donc au niveau du foie, elle est conjuguée, elle subit un processus de conjugation et elle se transforme en bilirubine conjuguée. Cette bilirubine conjuguée, elle est excrétée au niveau des voies biliaires, donc intrahépatique, puis extrahépatique au niveau de la voie biliaire principale. Donc cette bilirubine conjuguée, donc la grande partie, elle est excrétée au niveau de la voie biliaire principale. Il y a une deuxième voie, donc une partie, elle est déversée dans la circulation systémique, ce que vous voyez en 3, et elle est excrétée par le rein sous forme d'urobilinogène. C'est ce qui donne la coloration des urines. Au niveau de l'intestin, elle est dégradée et est transformée par les enzymes de la flore bactérienne en stercobilinogène. Donc, si on aura une hémolyse importante en préhépatique, donc ça nous donne un ictère de type hémolytique, c'est l'hémolyse qui est importante et donc libération de la bilirubine libre ou non conjuguée. Si on a une maladie au niveau du foie, notamment les hépatites, les cirrhoses, on aura une augmentation d'une bilirubine mixte, une partie qui est conjuguée et une partie libre ou non conjuguée. Donc l'ictère post-hépatique ou infrahépatique, si on aura un obstacle sur les voies biliaires, donc la bilirubine qui a été conjuguée au niveau du foie, elle n'est pas complètement excrétée au niveau des voies biliaires et on aura une augmentation de la bilirubine qui est conjuguée. Donc on continue. Donc quel bilan allez-vous demander pour caractériser cet ictère? Qu'est-ce qu'on va demander comme bilan pour connaître le type de l'ictère? Donc on va bien sûr demander un bilan hépatique. Donc le bilan hépatique, qu'est-ce qu'il va nous montrer? Donc le bilan le plus important, c'est la bilirubine. Donc la bilirubine totale conjuguée, on l'appelle aussi directe, et la bilirubine non conjuguée ou indirecte. Si on a une augmentation de la bilirubine conjuguée de façon très importante, c'est-à-dire supérieure à 80% de la bilirubine totale, il s'agit d'un ictère de type
cholestatique ou un syndrome de cholestase biologique. Si par contre la bilirubine non conjuguée ou libre elle est très élevée, il s'agit d'une hémolyse. Donc c'est la première phase, donc cette bilirubine n'a pas subi la conjugaison hépatique. Si par contre on a une augmentation de la bilirubine conjuguée et non conjuguée, le problème il se situe au niveau du foie. Généralement c'est les hépatites. À côté, donc on demande aussi les enzymes hépatiques, les azathioalates. Quand ils sont très élevés, on parle de syndrome de cytolyse hépatique ou de lyse des hépatocytes et qui traduit donc une hépatite toujours. On a aussi le bilan d'hémostase, le taux de prothrombine. Donc quand le foie il est défaillant, il ne travaille plus, le taux de prothrombine donc il est très diminué et on fait un test pour savoir est-ce que le TP il est bas parce que le foie ne travaille plus ou il s'agit d'un autre problème qui est la malabsorption de la vitamine K. Voici le bilan, donc je vous laisse le regarder tranquillement, essayer de comprendre. Donc nous avons un syndrome de cytolyse parce que les azathioalates sont élevés, un syndrome de cholestase parce que la bilirubine conjuguée est élevée, les phosphatases alcalines élevées et les gamma-GT sont élevés. Le TP il est bas, donc soit que le foie il est insuffisant parce que c'est le foie qui fabrique les facteurs de coagulation, soit que la vitamine K n'a pas été absorbée parce que le foie a besoin de vitamine K pour fabriquer les facteurs de coagulation, vitamine K dépendants comme le TP. Donc, que faire pour savoir est-ce que le TP il est bas parce que le foie est défaillant ou parce que le foie n'a pas de vitamine K pour fabriquer le TP. On fait le test de colère, c'est-à-dire on donne de la vitamine K par voie injectable aux patients et on regarde le TP. Si le TP devient normal, c'est-à-dire on a donné de la vitamine K au foie et le foie arrive à fabriquer normalement les facteurs de la coagulation, dans ce cas-là, il n'y a pas d'insuffisance hépatocellulaire. Mais par contre, si on donne de la vitamine K et le TP reste bas, à ce moment-là, le foie il est défaillant, il n'est pas fonctionnel et on parle d'insuffisance hépatocellulaire. Quel examen morphologique il faut pratiquer? On fait, pardon, on fait l'échographie abdominale, soit que la voie biliaire principale elle est dilatée, et on parle de cholestase extra-hépatique, soit que la voie biliaire principale elle n'est pas dilatée et on parle de cholestase intra-hépatique. Alors l'écho abdominal est normal. Quel est votre diagnostic? Donc il n'y a pas d'obstacle sur les voies biliaires, donc tout est libre. Donc à quoi on doit penser? Donc il s'agit d'une hépatite virale B ou C. Pourquoi? Parce qu'on a pensé aux éléments de l'interrogatoire. Donc c'est un patient qui a fait des soins dentaires, ça fait quelques mois. Et puis il a développé par la suite cette ictère. Donc cette injection qu'il a reçue est contaminée. Donc il a fait des soins dentaires dans un milieu qui n'est pas stérile. Il a été contaminé par le virus, l'hépatite B ou l'hépatite C. Et il a développé par la suite un ictère avec un syndrome de cytolyse et de cholestase intrahépatique